Bon, dans cette vidéo, le bruit de fond risque d'être assez désagréable. Mais on va essayer de faire avec et de passer outre. Bon, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder les 5 points. Bon, j'en ai fait ressortir 5. 5 points de ce que l'université m'a appris. Ce que l'université m'a appris, moi, personnellement. J'ai essayé de résumer ça en 5 points principaux. Alors, pourquoi déjà ce sujet ? J'y pensais en côtoyant en fait d'autres personnes qui sont passées par un cursus académique qui est en général valorisé par la société, qui est reconnu puisque l'université, en tout cas les études post-bac sont valorisées par la société dans différents domaines. Et je m'étais rendu compte que certaines personnes qui étaient passées par ces expériences-là avaient tendance à cracher dans la soupe, dans le sens où, dès lors où l'on se rend compte, par exemple, des facettes desquelles disons, dès lors que nous n'avons pas les attentes par exemple l'université ou autre nous a appris, là en l'occurrence je prends l'exemple de l'université, dès lors que cela ne nous donne pas ce que l'on attendait ou ce que l'on nous a promis, eh bien nous avons tendance à cracher dans la soupe de l'expérience. Je l'ai constaté notamment pour des personnes qui ont une tendance à remettre en cause le système éducatif global. Premièrement, je fais partie de ces personnes-là. Bien évidemment que je remets en cause le système éducatif, le système entre nous dans sa globalité. Mais on va dire, je vais prendre le système éducatif comme étant non seulement un formatage de l'esprit, et je vais en parler plus tard, mais je remets en cause l'utilité, les objectifs, les intentions du système éducatif global qui n'apporte absolument pas qui ne développe absolument pas, qui ne valorise absolument pas l'être humain dans sa globalité et notamment dans sa recherche et quête d'acquisition de certaines compétences à travers ce qu'on pourrait appeler l'instruction, l'éducation ou une formation entre guillemets intellectuelle. Cela dit, ce n'est pas pour autant que, comme je le disais, je vais cracher dans la soupe. Pourquoi ? J'entends souvent, parfois, pas souvent, j'entends parfois certaines personnes, j'ai des idées, je vois des noms en tête, qui vont dire de toute façon l'école ça sert à rien parce que c'est pas ça qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Regarde, ça sert à rien que tu fasses des bacs plus 20, de toute façon tu seras au chômage, de toute façon tu seras moins bien payé. Regarde, un plombier ça gagne plus qu'eux. Et ainsi de suite. On met en avant le côté financier, économique. L'hypothèse sous-jacente, c'est que les études académiques sont faites pour atteindre un statut socio-économique élevé qui va correspondre à un salaire plus élevé. Voilà, ça c'est l'hypothèse sous-jacente. Mon idée de départ, c'est que c'est faux. Et pourquoi cela devrait être ainsi ? Deuxièmement, certains vont aussi remettre en question le formatage en fait de l'esprit, ou je dirais le déformatage, ou le conditionnement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais je souligne néanmoins le fait que la société entière est formatée. Le fait même de vivre dans ce monde nous conditionne et nous formate. Donc,
ce n'est pas le fait de ne pas faire des études à l'université que ça nous empêchera de toute manière d'être formatés. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, si je devais faire le choix d'acquisition de connaissances, de savoir dans ce système, et que la famille ou l'environnement, le milieu, le pays, bref, toutes les données extérieures ne me donnent pas la chance d'avoir cet héritage intellectuel, je dirais supérieur, et la capacité de pouvoir non seulement assimiler ces compétences-là dans mon jeune âge, chose que en général les familles et l'environnement offrent aux enfants. Ensuite, si je n'ai pas ça dans la famille, je peux le rechercher dans mon environnement immédiat. Si dans cet environnement immédiat, je n'ai absolument pas cette possibilité, ben je vais rechercher ailleurs. Qu'est-ce que le ailleurs? Ben c'est le système dans lequel je peux m'intégrer et me dire que au moins je pourrais avoir quelque chose, même qui est bancal, mais on peut toujours tirer bénéfice intellectuellement en termes de connaissances et de savoir, même si tout est biaisé, plutôt que de rien. Je préfère dire à un enfant ou un adulte qui n'a rien, aucune formation intellectuelle, entre aucune et une formation bancale, même formatée ou conditionnée, entre nous, par la suite, on pourrait se déformater, déconditionner, et ainsi de suite. Mais on bénéficie toujours, et d'ailleurs c'est ce que je vais vous en parler, on bénéficie toujours de quelque chose, d'un apprentissage, quel qu'il soit. Voilà, cette longue introduction me permet de mettre sur table, de mettre de clarifier, me permet de clarifier le pourquoi du sujet que j'ai utilisé. Tout d'abord pour moi, puisque dès lors que j'ai une idée en tête, je veux savoir pourquoi. Et aussi pour que vous puissiez comprendre l'aspect sous-jacent de cette démarche-là. En tout cas, celle que j'ai exprimée. Bon, je vais commencer alors par les 5 points que l'université m'a appris. Alors, tout d'abord, je pense que les études académiques, donc générales, encore une fois, je vais généraliser, puisqu'ici, même si la filière dans laquelle j'ai évolué durant ce cursus est assez générale, commune, et je pense accessible à tout le monde. Donc, en fonction des filières, ce que je vais dire va changer. Ou pourrait ne pas être tout à fait exact. Ceci dit, j'essaye de rassembler, d'avoir le maximum de points communs pour que toutes les filières puissent se reconnaître dans ce que je vais dire. Donc j'essaye d'être la plus générale possible et en même temps assez subjective, puisque je vais parler de mon expérience et mes apprentissages, puisque c'est bien beau d'expérimenter, on expérimente toujours, on est là pour ça, mais qu'est-ce qu'on en retire de ces expériences? Première chose, la rigueur intellectuelle, ce que je pourrais appeler la rigueur intellectuelle. L'université, les études académiques ont forgé une certaine rigueur intellectuelle qui était déjà là en amont, puisque normalement, ce qu'on pourrait appeler la rigueur intellectuelle, une certaine cohérence dans la manière de réfléchir, dans un raisonnement, dans le questionnement d'un raisonnement, dans le fait de ne pas être contradictoire, donc suivre un certain fil conducteur, suivre aussi une certaine méthode, avoir une certaine capacité d'abstraction. Encore une fois, ça s'applique bien évidemment lors des études préalables. Ce n'est pas à l'université.
Mais disons que l'université va se baser sur ses acquis, ses compétences acquises, pour pouvoir aller encore plus en profondeur et perfectionner cet aspect de nous-mêmes. C'est ce que l'on attend des étudiants en général, d'aller un peu plus loin. Sinon, il n'aurait aucun intérêt. Donc, lorsque l'on a une bonne base, que l'on est censé avoir acquise lors des études préalables, primaire, collège, lycée, on devrait arriver avec un certain bagage qui va nous permettre de pouvoir intégrer des compétences supérieures, des compétences intellectuelles supérieures, aller un peu plus en profondeur et en difficulté aussi. Et je crois que par rapport à des personnes qui n'ont pas suivi un cursus, je généralise, d'accord, qui n'ont pas, parce que là j'ai en tête des personnes qui n'ont effectivement pas suivi ce cursus, mais qui ont des capacités intellectuelles extraordinaires, qui les ont cultivées autrement, parce qu'il y a d'autres manières, heureusement, d'apprendre, parce que apprendre à apprendre, c'est aussi un apprentissage, et donc heureusement que l'école ne nous donne pas toutes les clés, et d'ailleurs ça saurait, puisque certains n'ont pas forcément toute la rigueur et tout le cheminement, parce que tout simplement que l'université c'est juste un diplôme en fait. Donc chacun va investir ce parcours-là de manière différente. Certains, ce serait pour avoir un diplôme, un statut, donc une fonction socio-économique importante. D'autres, c'est pour d'autres motivations, plutôt personnelles, plutôt justement de recherche, de curiosité, et puis de vivacité, de soif, comme on dit, de soif d'apprentissage. Voilà, une des choses que m'a apprise l'université, et je me rends compte que une sorte de méthodologie, une sorte de rigueur que je vais aussi pouvoir additionner à une certaine discipline. Dans l'apprentissage, étant donné la charge de travail et la charge intellectuelle qui nous est demandée, si nous n'avons pas au préalable développé des méthodes de discipline, d'organisation, de persévérance, et puis même parfois de stratégie d'optimisation dans l'apprentissage, oui, il s'agit bien de cela, de stratégie d'optimisation, de rétention de l'information, puisque finalement l'apprentissage, c'est plus ici à l'université lié à la mémoire, et puis à intégrer une certaine méthode que l'on n'aurait pas dans d'autres formes d'apprentissage. Selon moi, c'est ce qui pourrait faire défaut par la suite dans la vie pour des personnes qui n'ont pas suivi cela et qui n'ont absolument eu aucune opportunité ni volonté de pouvoir s'astreindre à développer ses capacités intellectuelles. Ça, c'était la première chose qui paraît être positive, selon moi, un moyen de développer ces compétences-là intellectuelles qui, par la suite, je pense qu'on ne perd jamais, si je ne me trompe pas, en fonction, bien sûr, de la manière dont on a développé et perfectionné ces compétences-là. Un peu en analogie avec le sport. Dès lors que on a développé dans un certain âge différentes activités physiques, le corps a intégré, donc avec la mémoire cellulaire, le corps a intégré les mouvements, le sens de l'effort, donc avec tout ce que implique le développement psychomoteur, par exemple, d'un enfant, avec les étapes qui correspondent
Donc à chaque étape va correspondre un apprentissage bien spécifique. Lorsque la porte est ouverte pour cet apprentissage-là, il est beaucoup plus facilement intégré. Et cette intégration se fait de manière structurelle, dans le sens où on ne perd jamais les apprentissages physiques, que l'on apprend dès le jeune âge, puisqu'il y a cette mémoire cellulaire qui est en nous. Même si elle est désactivée pendant un certain temps, elle est présente, elle peut être réactivée. C'est un peu dans le jargon populaire, ce qu'on pourrait appeler, c'est comme faire du vélo. On n'oublie jamais en fait, même si on n'en a pas fait pendant des années, c'est bien connu. Je ne sais pas si vous-même vous avez peut-être essayé ou vous avez connu des personnes qui ont essayé, mais ça ne s'oublie pas. Bien évidemment, il peut s'avérer que les fonctions physiologiques se soient atténuées, ou se soient affaiblies, que ce soit physiquement ou intellectuellement, c'est vrai, mais elles peuvent se retrouver. En tout cas, elles se retrouvent plus facilement que quelqu'un qui ne les a jamais développées au cours de son existence. Ça, c'est la première chose. Deuxième aspect que l'université m'a appris, elle est aussi liée à cette recherche de discipline et rigueur intellectuelle, c'est la méthodologie de la recherche. On est amené à l'université, encore une fois, tout dépend des filières, mais dans de nombreuses filières, en général, nous sommes amenés à fournir un travail de recherche et sur un sujet donné. Typiquement, un mémoire. Un mémoire, ce qu'on appelle un mémoire, c'est-à-dire le départ la résolution d'une problématique. Pour cela, donc, il y a non seulement le thème, la problématique sous-jacente, la ligne directrice que nous voulons aborder. Bien évidemment, il y a une méthodologie à suivre. Comment rechercher l'information? Parce qu'en général, on ne vous demande pas votre avis. D'ailleurs, c'est une des déceptions que j'avais eues en philo en terminale. J'étais impatiente d'intégrer ce cours parce que je me disais, enfin, on pourra parler de ce qu'on pense, on pourra échanger librement. Non, pas du tout. En fait, la philo, c'est juste, tu vas étudier les pensées d'autres. Eh oui, que l'on s'y retrouve ou non, on peut s'y retrouver dans les pensées, les idées ou les idéologies de certains, le schéma de pensée de certains. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous demande votre avis. Bref, donc là, pareil, dans la méthodologie de recherche, on doit rechercher l'information. Comment on recherche l'information? Quelles sont les sources de recherche? À l'époque, il y avait quelque chose qu'on appelle des bibliothèques, avec des livres, des vrais livres. Bien évidemment, ça existe toujours. Quand je dis à l'époque, ça ne date pas d'il y a plusieurs décennies. Je crois que j'ai quitté... on va dire il y a 15 ans à peu près. Donc entre il y a 15 et 20 ans, la méthodologie de recherche est passée obligatoirement par des livres, aller dans une bibliothèque ou prendre le temps de. Bien évidemment, le développement de certaines technologies font un petit peu obstacle à ce mode de recherche, même s'il est toujours valorisé, heureusement. Néanmoins, l'université, en fait, ces méthodes de recherche devraient s'adapter parce que elles font face à quelque chose qui les dépasse. On a de plus en plus accès à une facilitation, je dirais, d'accès à l'information, dans le sens où, aussi bien physiquement que intellectuellement, l'effort n'est plus une valeur positive. Faire l'effort intellectuel, pourquoi faire? Puisque tu peux trouver toutes les réponses à tes questions sur Internet. Faire des efforts en montant des escaliers ou à faire des choses physiques, pourquoi faire? Puisqu'il y a la voiture, il y a l'ascenseur, il y a tout ce qui peut t'empêcher de faire des efforts et te fatiguer. Donc,
l'université et le contexte dans lequel se trouve spatio-temporel, donc à quel endroit vous avez fait vos études et à quelle époque, va jouer énormément sur aussi la méthodologie de recherche et l'accès ou non à l'information et la rapidité de l'accès ou non à l'information. Ensuite, il faut bien faire, il y a une manière de citer ses sources, il y a une manière de s'exprimer, il y a une manière académique, par exemple, de rédiger. Il y a, c'est comme quelque part un formatage, voilà, un formatage, mais dont certains, je reconnais quand même certains bénéfices, qui est, au fait, l'effort intellectuel d'aller rechercher l'information et de pouvoir ensuite en extraire, par exemple, des données qui vont être utiles pour notre sujet, comment les structurer, et ainsi de suite. On est censé le faire en général au lycée général, parce que la formation intellectuelle est plus importante que les lycées professionnels, qui est plus axée sur les compétences pratiques d'un métier ou d'un corps de métier. Mais l'université, en fonction des filières, encore une fois, va axer encore plus en profondeur ces compétences-là. Donc voilà, moi, ce qui m'a aussi, un des points que j'ai soulevé, qui est cette méthodologie de recherche et ce qui rejoint quelque part la rigueur et puis prendre conscience qu'il y a différentes manières de s'exprimer et cela pourrait être une adaptation à un certain public. Donc on ne s'exprime pas dans un mémoire, par exemple, dans un dossier ou dans une rédaction, on ne va pas s'exprimer de la même manière que dans un style qu'on pourrait appeler journalistique ou dans un autre style plus artistique. Je prends cette anecdote parce que lors de mon premier mémoire, je vous passe les détails, je devais en faire un en compensation parce que je devais changer de filière et pour prouver entre guillemets mon niveau, je devais faire un petit mémoire en 2 ou 3 mois, être vraiment très rapide sur ça parce que je voulais absolument à ce moment-là changer de filière et du coup je me suis retrouvée à le faire toute seule de A à Z parce que normalement on a ce qu'on appelle un tuteur, si ma mémoire est bonne, qui vous guide tout au long, qui est censé vous guider tout au long, vous superviser, voir si vous ne dérapez pas, ou vous n'êtes pas hors sujet ou trop libre dans vos pensées ou dans votre style. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Je me suis dit, j'ai valorisé l'autonomie. En valorisant l'autonomie, je me suis dit que j'allais tout faire de A à Z pour ne pas... pour démontrer en fait comme une sorte de valeur positive, un plus dans la rédaction de ce mémoire-là, je valorisais l'autonomie. Donc, plutôt que d'aller poser des questions tous les jours sur des choses, sur des détails ou sur des incertitudes, j'ai préféré mener ma recherche moi-même de A à Z. Lorsque j'ai délivré le petit mémoire à la fin, donc avant la date butoir, je me souviens qu'un des reproches, justement ça fait tilt par rapport au formatage de l'université, un des reproches que m'avait fait ce tuteur, ce maître, je ne sais pas, maître de conférence ou je ne sais quoi, je ne sais plus son titre, bref, c'est lui qui s'occupait de mon suivi lors de la mémoire et de m'attribuer aussi une note. Un des reproches, donc, c'était que j'avais un style trop journalistique. Donc, il fallait revoir le style. Et que si j'étais venue, en fait, si je lui avais, par exemple, donné... en général, on donne une forme de brouillon. Avant de passer à la rédaction, on donne le brouillon pour voir si est-ce que tous les points... Est-ce qu'on est dans la bonne direction avant d'entamer le gros effort de la vraie rédaction.
Et comme moi, je ne lui avais pas donné le brouillon, il m'a dit que ça aurait pu être évité, ce style-là, qui était le mien, était un reproche. Et selon moi, donc le reproche qu'il avait fait, là, ça m'a vraiment fait tilt. Et je m'étais dit, j'avais compris ce qu'il voulait dire, le style académique, qui pour moi, je traduisais par ennuyeux, mort, aucune émotion. Vous n'êtes pas censé faire passer des émotions, vous êtes censé faire passer des idées. C'est le style académique. Donc il y a un style bien précis, ennuyeux, mort, avec un jargon intellectuel que seuls les spécialistes peuvent comprendre. Les autres n'ont absolument pas accès à cette élite intellectuelle. Donc même si moi-même je comprenais, je pouvais comprendre ce genre de message, lorsque moi j'ai écrit, je m'étais imaginé, c'est vrai, que je parlais à un large public. Je ne m'imaginais pas parler à uniquement le entre-soi des intellectuels qui vont se comprendre entre eux. Je me dis, mais à quoi bon? Alors, si le message, plus le sujet que j'avais abordé était assez social et je trouvais intéressant, du coup, je me suis dit, je vais m'exprimer comme si je m'exprimais à tout le monde. Et j'ai trouvé sa remarque finalement très enrichissante, très intéressante. Je me suis dit, c'est un très bon point que d'avoir un style journalistique. Et je me suis dit, pourquoi pas développer ça par la suite. Bon, bref, pour moi, c'était quelque chose de positif que lui n'avait pas forcément l'intention de dire, que c'était un reproche à la base, qui pour moi ne l'était pas. Bref, donc voilà, ça rejoint aussi un certain style, de comprendre le style, de comprendre une sorte de formatage spécial. C'est vous rentrez dans des méthodes, des manières de voir, des manières de réfléchir, des manières assez spéciales, qui ont leurs points positifs, mais qui ont aussi des points un peu plus déséquilibrants intellectuellement. Et c'est là où je vais passer au troisième point. C'est justement ce que j'ai appris, une sorte d'uniformité dans le cadre de la pensée à l'université. Je pense que aujourd'hui c'est beaucoup plus visible. Et je vais découper ça en deux axes. Soit vous êtes déjà dans une filière, on va dire plutôt sociale, de sciences sociales, philosophie, etc. Là, on va bien ressentir l'uniformité du cadre de pensée, puisque si vous maniez des pensées et des concepts de manière quotidienne, que c'est votre cadre, que ce soit la philosophie, l'économie, le droit, toutes ces filières-là, généralistes, le commerce également, on vous inculque, en fait c'est un peu comme si tout simplement, je vais le dire, c'est tout simplement vous rentrez dans une secte. Vous rentrez dans une secte qui vous dit comment réfléchir. Au sein de la secte, on va privilégier le côté critique. Alors là, on privilégie la pensée critique. Ici, justement, nous sommes des intellectuels, on est à l'université, à la fac, voilà, il faut aussi privilégier le sens critique. C'est là le piège. Vous êtes dans un paradigme, d'accord ? Et dans ce paradigme, il y a des sous-paradigmes. Quand je dis paradigme, prenez-la comme un monde de pensée, comme un schéma global de pensée, un système de pensée, d'accord ? Une vision du monde. Dans cette vision du monde, il y a des sous-visions. C'est un peu, regarde, si vous prenez un cercle, dans ce cercle-là, il y a des petits cercles. Les petits cercles qu'il y a dans le grand cercle
peuvent être opposés les uns les autres. C'est comme les systèmes, les antisystèmes. Les antisystèmes, ils pensent qu'ils sont hors matrice. Mais en fait, ils font partie de la matrice. Matrix, ou la matrice, ou le système. Ils ne sont que les réponses à cela. Leur axe de pensée dépend, leur noyau autour duquel ou contre lequel ils gravitent, est justement ce système de pensée. Donc finalement, on est toujours dépendant et jamais libre au sein de ce système de pensée. Donc, il va y avoir différents sous-systèmes. C'est un peu comme les partis politiques. Vous êtes dans le même cadre politique, mais vous avez des dizaines, des vingtaines quand le système le permet, de manières de voir les choses. C'est-à-dire l'angle par lequel on prend une vision de la globalité, puisque la globalité n'est jamais véritablement saisie. Donc on va prendre cette chose-là, on va l'appeler gauche, droite, centre, haut, bas, peu importe, mais on reste dans le même cadre. Dès lors que vous essayez de jouer avec les limites de ce cadre, d'oser même entrevoir une potentielle remise en question, vous êtes une menace. Vous êtes une menace consciente lorsque vous abordez ces faits de front, et vous êtes une menace inconsciente lorsque les, tenants de cette pensée-là vont se sentir eux-mêmes menacés dans leur propre vision du monde. Donc il y a le côté individuel, il y a l'agent qui va se sentir menacé. En gros, tout simplement les professeurs qui se sont identifiés corps et âme à leur statut reconnu dans la société, qui est leur posture intellectuelle. Dès lors que vous remettez en cause cela, vous remettez leur existence en cause. Et oui, c'est très profond. Ça peut être très très profond, au même titre qu'une secte, une religion, et ainsi de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une identification très forte. Imaginez que vous remettez carrément, vous touchez un petit peu les limites de la vision du monde, de manière factuelle, logique et, je dirais, très sensée et intelligente, avec un sens du discernement. Dès lors que vous allez dans cette direction-là, vous les mettez en danger intellectuellement. Et s'ils n'ont que ça, s'ils se sont identifiés uniquement à cela, dans leur vie, c'est-à-dire que leur âme est égale leur pensée, alors, si vous remettez en question cela, vous remettez en question leur existence. C'est pour cela qu'ils vont vous évincer, vous menacer, vous rabaisser, tout simplement vous rejeter dans le cas le plus léger, on va dire, le moins nocif. On va tout simplement vous rejeter et on va tout simplement pas vous accepter dans le cercle si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez vous offrir quelque chose de plus grand ou d'autres perspectives, pas forcément de plus grand, d'autres perspectives. C'est en ce sens-là que même si vous suivez un cursus qui n'a pas forcément un lien avec des manières de penser, même s'il y a toujours un lien, vous allez baigner en tant qu'étudiant dans une sphère qui va vous injecter, qui va être une sorte de porte-parole d'influence sociale collective. Je m'explique. Même si vous êtes dans une filière dans laquelle on ne parle pas de ce genre de sujet, la vie étudiante va mettre en avant certains aspects. Aujourd'hui, on peut parler
enfin la génération actuelle, ce qui n'existait pas à mon époque. Il n'y avait pas, par exemple, tous les sujets des théories du genre. Ils se sont développés par la suite à l'université. La théorie du genre, certaines questions, par exemple, liées à l'environnement, certaines questions liées à les libertés individuelles, des questions sociétales, voilà, que l'on voit comme le secteur intellectuel, on va dire plutôt universitaire, va être un véhicule de promotion de ces paradigmes. Tout comme à l'époque, ça fait écho avec mai 68, dans tout ce qui s'était passé, qui sont en général les promoteurs de changements sociaux, des dynamiques sociales. En général, on les retrouve dans le milieu intellectuel et artistique. Toujours. Les deux vont de pair. C'est pour ça que lorsque l'on a des formes de dictature, on va soit faire passer cela à travers l'art, donc toute forme d'art, ou soit par les universités. Voilà, les professeurs, etc. Et pareil de manière inversée. Dans des dictatures, on va essayer d'étouffer, dans certaines dictatures ou dans certains gouvernements, on va étouffer les dictatures, on va dire, délibérées, qui se voient. On va étouffer le secteur intellectuel, donc ceux qui vont remettre en question, imaginons, un mode de gouvernance, vont être les premiers menacés, les intellectuels et les artistes. C'est pour ça que dans certains pays, les intellectuels sont physiquement menacés, donc on les voit s'exiler ailleurs. Pareil, idem pour les artistes engagés, entre guillemets, les artistes qui vont utiliser leur art pour pouvoir faire passer des messages sur la société dans laquelle ils vivent. Voilà, ça c'est pour le troisième point. C'est donc inévitablement un formatage, un conditionnement. C'est lorsque vous sortez de ça, si vous sortez un jour de ça, que vous pouvez vous rendre compte à quel point ce formatage peut être puissant pour les esprits faibles. Quand je dis faibles, je parle des esprits qui n'ont pas la capacité, ou peut-être le caractère, à accepter une forme de liberté dans leur cheminement, même intellectuel. Je m'explique. Lorsque vous n'avez pas des bases de connaissances, par exemple, de vous-même, vous pouvez être facilement manipulable. D'une part, émotionnellement, ça c'est ce qu'on utilise en général pour la masse, mais vous pouvez aussi être manipulable intellectuellement. Ce n'est pas parce que vous avez un statut, un diplôme ou une position élevée dans la société que vous vous exprimez bien, que vous avez un bon raisonnement, que vous avez une rhétorique irréprochable, que vous n'êtes pas manipulable, puisqu'il y a plusieurs formes de manipulation. Un exemple tout simple, c'est lorsque vous prenez, je prends l'exemple, le premier qui me vient en tête et le plus récent, je pense, qui est connu de tous, c'est le Troisième Reich. Donc lorsque le nazisme atteignait son apogée, donc en Allemagne et dans d'autres pays, eh bien, il était le véhicule d'intellectuels. Comment des intellectuels, comme on les appelle, des scientifiques, des hommes respectables dans la société, de bons pères de famille, pouvaient, premièrement, croire en ce système-là, en cette vision du monde,
Et deuxièmement, comment pouvait-il être capable d'être complice et commanditer même des atrocités? Et pourtant, c'était des scientifiques, des hommes bien, ce qu'on appelle les gens bien, des bons pères de famille, des hommes respectables, qui étaient capables donc d'être complices de ce système-là. Enfin, c'est même pas qu'ils ont été capables, c'est grâce à eux, ou plutôt avec eux, avec leur contribution stratégique, intellectuelle, et avec toutes les compétences qu'ils avaient, que ce système a pu être aussi bien ficelé, organisé. L'horreur, c'était l'horreur organisée. Donc ces personnes-là ont bien été quelque part manipulées d'une certaine manière. Peut-être pas émotionnellement, ou alors si, mais elles ne le savent pas. Émotionnellement, on le voit, c'est plutôt à travers le marketing, la politique, ainsi de suite, on le voit, on joue sur vos affects, vos émotions, mais aussi il y a inévitablement la manipulation intellectuelle. Bon, je m'éloigne. Il me reste 2 points que je voulais aborder. Oui, je me suis lancé un petit défi, c'est de ne pas préparer les vidéos. Donc je risque au début, avant de prendre la main, je pense, de m'étaler, donc de ne pas vouloir trop synthétiser, au risque de perdre des informations, mais c'est un bon exercice que j'essaye de suivre assidûment. Il me reste 2 points. Il me reste 2 points à mettre en avant par rapport à ce que m'a appris l'université. Ce point-là, donc il y a un point important, c'est la déconnexion avec le marché du travail que peut avoir les étudiants, que peut avoir l'université. Qu'est-ce que m'a appris l'université? C'est que lorsque tu rentres jusqu'à un certain niveau, bien sûr je parle d'un niveau supérieur dans le sens où dès lors que tu atteins un bac plus 5, on va dire que c'est en quelque sorte vu comme quelque chose de valorisé par rapport à des compétences, d'accord ? On fait croire, en tout cas ce que l'université m'a appris, c'est que lorsque tu arrives à un certain niveau, donc un cadre, lorsque tu sors de l'université avec un bac plus 5, tout le monde t'attend les bras ouverts, du moins tous les employeurs, si on veut suivre le schéma classique que l'université amène au travail. C'est que le choix de faire des études, c'est inévitablement un choix professionnel. Je suis absolument pas d'accord, tout simplement parce que ça n'a pas été mon choix, premièrement, mais il est vrai que c'est ce qu'on nous propose comme vision. Rares sont les personnes qui suivent un cursus universitaire par passion ou par envie d'apprendre dans un certain domaine. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis qu'en général, ce domaine-là est un aboutissement professionnel. Ce n'est pas un hobby ou par intérêt personnel. Premièrement, parce que c'est ce que le système nous offre. Et deuxièmement, parce qu'il y a quand même un gros investissement de temps et d'argent aussi. Investissement matériel, intellectuel, de sa personne. On investit énormément d'énergie pendant de longues années. Donc, on suppose, comme on est dans une société de rentabilité, on suppose que faut un retour sur investissement. Et sur un retour sur investissement, on ne peut pas dire que c'est tout simplement un enrichissement intellectuel. Non, il faut que ça soit aussi un potentiel enrichissement monétaire, financier, matériel. Ce que nous apprend l'université, ce que m'a appris l'université, c'est justement cette utopie selon laquelle tout sera facilité par la suite. Il faut savoir que la réalité est tout autre, encore une fois en fonction des filières. Il y aura des filières qui vont être beaucoup plus demandées, il y aura des filières qu'on pourrait appeler élitistes, à travers lesquelles vous êtes déjà, au sein même de l'université, vous êtes déjà dans une forme de réseau, donc qui vous facilitera par la suite
l'intégration de certains pôles dans la société. Néanmoins, disons pour la masse moyenne, c'est une utopie, c'est un mensonge que de dire qu'un bac plus 5 dans une filière classique va automatiquement aboutir à une reconnaissance professionnelle. Premièrement, parce qu'il y a une banalisation du bac plus 5. C'est vrai, tout le monde peut avoir un bac plus 5 aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le niveau de la société, notre niveau collectif qui a augmenté? On est beaucoup plus, entre guillemets, intelligent. Est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que c'est le niveau général qui a diminué? Je ne sais pas. C'est une question à poser. En tout cas, il y a plus, en tout cas ce qui est réel et factuel, c'est qu'il y a de plus en plus d'offrants, c'est-à-dire sur le marché, si on appelle ça le marché du travail, il y a de plus en plus de personnes qui ont des diplômes élevés et moins de métiers qui correspondraient à ces diplômes-là. Donc forcément, il y a de moins en moins de demandes et plus d'offres. Forcément, il y aura ce qu'on pourrait appeler du chômage ou alors un déclassement. On retrouve, c'est pas anormal de retrouver des bacs plus 5 au chômage, c'est d'ailleurs très courant, chose qui n'était pas le cas à une certaine époque. Non au chômage, ou alors un déclassement, c'est-à-dire des personnes qui ont un diplôme élevé, mais qui ont des fonctions et des compétences qui sont inférieures au diplôme qu'ils ont, donc à la formation qu'ils ont reçue. Parce que souvent, ils n'avaient pas le choix, ou ils ne trouvaient pas, ou peu importe les raisons. En tout cas, c'est une réalité. Étant donné que moi, même si je devais parler de moi, dans les perspectives, c'est ce que je fais depuis le début, dans les perspectives de recherche de travail, étant donné que mon objectif n'était pas de trouver un travail qui correspondait à mes études, puisque je n'ai jamais véritablement exercé dans le cadre de ces diplômes universitaires, ça ne m'a pas touchée plus que cela, puisque ma perspective n'était pas d'obtenir un travail, ma perspective était autre. Chose que j'envisage que l'on ne comprenne pas. Voilà, tout simplement. Sinon, pour les autres personnes, je peux comprendre que ça puisse avoir lieu à de grosses déceptions. C'est tout à fait normal. Et ce qu'on appelle des claques de réalité. Tu rentres dans la réalité et même si tu as accès à un poste qui va correspondre à ton diplôme, je trouve que être cadre, avoir des postes à responsabilité élevés alors qu'on n'a même pas les compétences pratiques, on ne connaît pas le marché du travail, on ne sait pas comment appliquer, surtout lorsqu'on a suivi des cursus assez théoriques, on ne sait pas appliquer, il nous faut toujours une adaptation, un temps d'adaptation pour pouvoir appliquer à une certaine réalité, puisque l'université est quand même fermée, ce monde est peut-être maintenant un peu plus ouvert, un peu plus en lien, un peu plus en cohérence avec le monde du travail, comme on dit. Mais ça reste tout de même un monde à part entière qui n'a pas forcément de lien, de corrélation. En tout cas, ce lien-là, il se fait à chaque fois de manière anachronique, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour pouvoir aboutir à une cohérence entre la formation et le marché du travail. Et voilà, donc je vais passer à la dernière chose que l'université m'a appris, et peut-être
peut-être même la chose la plus fondamentale, eh bien, c'est que tout simplement, j'ai appris que la connaissance se trouve ailleurs. Tout comme la vérité est toujours ailleurs, la connaissance et le savoir n'est absolument pas à l'université. Certains diront peut-être, de toute façon on le savait, hein, c'est logique. Mais oui, désolée, j'étais naïve, c'est certainement dû à une sorte d'héritage familial. On privilégie beaucoup les études sont importantes. Pour moi aussi, hein, les études étaient importantes. Le savoir, apprendre était important. Et comme l'environnement dans lequel je baignais, l'environnement immédiat ne m'offrait pas d'autres possibilités, ou alors j'ai choisi la chose la plus sécurisante, la plus facile, voilà, facile d'accès, qui me permettait toujours d'être dans un processus d'apprentissage, c'était l'université. Mais il est vrai qu'avant, j'idéalisais en fait les personnes qui étaient dans ce milieu-là, puisque de ce que je connaissais étant petite, le milieu dans lequel que je côtoyais était beaucoup plus riche, les conversations étaient plus riches, la manière de vivre était plus riche, des personnes qui étaient dans ce secteur universitaire que les autres. Désolée, oui, c'est comme ça que j'étais formatée. Et ensuite, c'est de là que, enfin, je me disais, quand j'arriverai, je serai peut-être acceptée, et enfin, on pourra développer des choses ensemble, on pourra changer le monde à travers notre vision nouvelle de la vie, et qu'on pourra appliquer grâce à nos outils et notre bonté du cœur. Bref, une utopie totale. Des gens intelligents avec qui on peut avoir des discussions riches, stimulantes. Pas du tout. Déception totale, on peut rencontrer des personnes totalement fermées d'esprit. Je dis bien que ce soit des enseignants, ceux qui sont dans le corps de l'enseignement. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je me souviens, un des profs avait dit ouvertement dans un amphi, il était assez âgé et il avait dit, alors, la meilleure planque, il disait, une des meilleures planques, c'est être prof à la fac. En gros, on te demande rien, on te demande pas ton opinion, on te demande surtout pas de remettre en question, tu refais chaque année les mêmes choses. T'es pas obligé de suivre l'actualité ou peut-être les nouveautés qui sont, par exemple les nouvelles études qui sortent ou les nouveaux paradigmes ou les ouvertures ou les innovations. Non. Si tu es tranquille dans ton coin, tu fais pas de bruit, tu donnes pas ton opinion, enfin tu restes là-bas. Prof à la fac, ça peut être une très bonne planque. Ça m'avait marqué ce qu'il avait dit. Et c'est aussi une planque intellectuelle, parce que si tu peux rester pendant X années, encore une fois ça dépend des filières, tu peux rester toute ta carrière à répéter la même chose, ne jamais remettre en question des théories, et c'est tout. Et travailler, et ne pas travailler un trop grand nombre d'heures, et être tranquille, voilà. Donc l'intellect, enfin les personnes ne sont pas là à être toujours à chercher une stimulation, à chercher à comprendre, à apprendre, pas du tout. Donc selon moi, la connaissance ne se trouve absolument pas à la fac, premièrement parce qu'il n'y a pas le savoir, parce que déjà la connaissance, ça c'est par la suite que je l'ai appris, hein, et c'est plutôt dû à un cheminement personnel, que ce vers quoi je tendais extérieurement, petit à petit, je l'ai un petit peu tourné vers moi.
Ce n'est pas la connaissance de comment ça fonctionne, je veux tout apprendre, comment fonctionne le monde, et ça, comment ça marche, et ça, ceci. Une sorte de curiosité insatiable que j'ai toujours, dans une certaine mesure, que beaucoup ont. Lorsque j'ai compris que cette curiosité, plus qu'une curiosité, cette recherche profonde de connaissances, elle est tout simplement intérieure. C'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Et cela, l'université, bien évidemment, ne vous la donne pas. Et lorsque vous n'avez pas cette base, bien sûr, c'est pas sa fonction à la base. Mais si vous n'avez pas cette base de connaissance de vous-même, ne dit-on pas « connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers et les dieux. Maintenant, ça c'est bien, hein, le petit adage, hein, mais dans l'application, c'est une toute autre affaire. Lorsque l'on n'a pas cette base qui devrait être justement mise en application dès le jeune âge, on risque de se perdre justement dans cette fausse connaissance de l'université. C'est en ce sens-là, et je vais finir sur ça, pourquoi je disais qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est que lorsque l'on intègre de nouvelles informations, et en tout cas un formatage de l'esprit, si nous n'avons pas déjà, soit nous-mêmes, une capacité à remettre en question très forte, ou alors une connaissance de soi très forte, alors l'université, la formation intellectuelle, l'université en fonction du domaine, peut être un enclencheur, peut enclencher des perspectives. On peut utiliser cette formation académique pour acquérir ce que l'on doit acquérir de manière technique, en termes de compétences, mais on se dit, et on ne formatera jamais mon esprit. Ce que je viens rechercher ici, je peux carrément le remettre en question par la suite. C'est ce que parfois donnent ce qu'on appelle des chercheurs indépendants. Je vais finir sur ça. C'est que souvent, certains scientifiques, qui sont de vrais scientifiques, qui sont dans la sphère scientifique, qui sont réellement à la recherche d'eux, vont être obligés à un moment donné de se retirer de ce système académique universitaire qui est sectaire, dogmatique, parce qu'il y a certaines questions que l'on ne peut pas poser, il y a certains domaines dans lesquels nous ne pouvons pas trop naviguer. Cela remettrait en question de nombreuses choses et les enjeux sont bien plus grands qu'on ne le pense. Ce ne sont pas uniquement des enjeux économiques, uniquement des enjeux de pouvoir ou de pensée ou de vision du monde. Non, les enjeux sont bien plus grands que cela. Et je suis très, très admirative. J'encourage beaucoup justement les chercheurs indépendants qui, comme leur nom indique, vont avoir une démarche un peu plus authentique de révélation de la connaissance, un peu plus libre aussi, et donc plus ouverte sur les vérités, du moins les non-mensonges, du moins ne pas rester dans des consensus lorsque il y a de nouveaux éléments qui viennent remettre en question ces consensus-là, et que l'on cherche à s'agripper à ces consensus-là, parce qu'il y a X années, on a écrit un article, une publication qui a fait que on a privilégié ce consensus, mais le fait de le remettre en question, ça nous renvoie à une sorte de dévalorisation, à une estime de nous-mêmes, et donc comme il y a la fierté, l'orgueil, enfin, tous ces processus psychologiques qui rentrent en jeu déjà au niveau individuel, mais au niveau collectif qui nous dépassent. Voilà, donc la dernière chose, c'est que bien évidemment, la connaissance, le savoir ne se trouve absolument pas à l'université, mais l'université apporte quand même un socle de départ assez important, à condition d'accepter que ce qu'on nous révèle, on le prenne aussi avec des pincettes et qu'on soit capable nous-mêmes de le remettre en question d'une certaine manière. C'est très important
tout comme protéger son intégrité physique, de protéger son intégrité intellectuelle et même spirituelle.